Bonsoir, chers étudiants. Dans cette séance, on va essayer de mettre l'accent sur tout ce qui est en relation avec la croissance économique et sa différence et la différence entre la croissance économique et le développement. Donc, tout d'abord, quelles sont les relations qui existent entre la croissance, bon, au sens croissance économique, et le développement économique? Donc, lorsqu'on dit développement, on va voir qu'il y a le développement économique, il y a le développement humain et il y a le développement durable. Et donc, lorsqu'on dit relation entre croissance économique et développement économique, on met l'accent sur l'aspect, euh, la différence entre ce qui est quantitatif et qualitatif. Donc, première définition, c'est que la croissance est nécessaire au développement. Pour qu'on arrive au développement, il faut réaliser des taux de croissance économique élevés. Donc pourquoi? Quel est le schéma? Donc la croissance économique, ça permet une augmentation de la quantité des richesses produites. Donc comme on l'a vu au niveau des premières séances, lorsqu'il y a croissance économique, ça veut dire qu'il y a une augmentation des valeurs ajoutées. Et lorsqu'il y a augmentation de valeurs ajoutées, ça veut dire qu'il y a une augmentation des quantités produites. Donc c'est en parlant des richesses, bien sûr. Et ça permet l'augmentation de PIB par habitant. Ça veut dire que cette croissance économique sera reflétée par tout le monde, sera vue par tout le monde, sera profitable pour tout le monde. Et ça va permettre la hausse du revenu par habitant. Ça veut dire que si je produis plus en tant que pays, ça veut dire qu'on gagne plus. Et si on gagne plus, il y aura plus de revenus par habitant. Et l'État va voir ses recettes augmenter. Donc déjà, la hausse du revenu par habitant permet, lorsque je gagne plus en termes de revenus, je vais consommer plus. Et la consommation va porter plus sur deux secteurs qui sont très importants, à savoir la santé et l'éducation. Je vais aller plus chez le médecin ou voir ou aux cliniques, aux hôpitaux, et je vais penser à l'éducation, soit à améliorer mon niveau au niveau des langues, par exemple, au niveau de la formation, ou je vais m'investir dans la formation de mes enfants. Et il y aura aussi une hausse des dépenses publiques, hausse de la protection sociale. Donc tout ça va permettre à l'État de gagner plus. Et si l'État gagne plus, ça va lui permettre de penser au développement économique. Donc ce sont deux aspects qui sont pris en considération lorsqu'on discute la relation entre la croissance économique et le développement. Donc là, c'est le premier niveau. La croissance est nécessaire au développement. Pour arriver au développement, il faut réaliser des taux de croissance économique élevés. C'est le modèle qui a été suivi par les pays émergents comme la Chine, la Corée du Sud et les pays qu'on avait vus au niveau des premières séances. Donc deuxième relation, c'est la relation qui existe entre le développement et qui mène vers la croissance. Ça veut dire que le développement va permettre à la croissance de se prolonger. Ça veut dire que lorsque je réalise le développement, ça veut dire que j'ai augmenté la qualité de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé et l'éducation de la main-d'œuvre va augmenter et on va réaliser un meilleur niveau d'éducation, de la formation. Si les gens sont bien formés et ils sont en bonne santé, ils vont produire plus. Et lorsqu'ils vont produire plus, ça va mener vers la croissance économique. De la même manière, le développement va permettre d'améliorer la qualité des infrastructures, donc l'eau, l'électricité, les routes et les hôpitaux par exemple. Tout ça va permettre, les routes vont permettre d'augmenter les échanges de biens et de services. Par exemple, je produis à Rabat pour, pour envoyer ma marchandise vers Rachidia par exemple, ça va me prendre 2 jours. Si j'arrive à améliorer les routes entre les deux villes, l'infrastructure, ça va me permettre de réduire le nombre d'heures et donc ça va réduire le coût et ça va permettre aux gens de Rachidia d'acheter plus de produits de Rabat. Et ça va permettre d'augmenter les échanges de biens et de services. Lorsqu'on dit échange de biens et de services, on parle d'une augmentation de la production. Lorsqu'on dit augmentation de la production, c'est la croissance économique. Donc ce sont deux niveaux, on va dire va-et-vient entre le développement et la croissance économique.
Deuxième niveau, au niveau de cette séance, c'est le rôle de l'État au niveau de la croissance économique. Comment l'État peut améliorer la croissance potentielle de l'économie sur le long terme. Donc là, il y a plusieurs niveaux, mais le premier niveau, c'est encourager l'innovation. Lorsqu'on encourage l'innovation, lorsqu'on encourage la recherche et le développement, lorsqu'on encourage le progrès technique, l'État va permettre aux entreprises d'améliorer leurs produits, d'améliorer la qualité de leurs produits. Et donc là, ça va permettre d'augmenter la croissance ou la quantité produite, ça va permettre de réaliser plus de croissance économique. Deuxième niveau, c'est le soutien public à la recherche et à l'éducation. Et comme on l'a vu déjà, parmi les moteurs de la croissance économique, il y a la recherche et l'éducation. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'améliorer la qualité des infrastructures et ça va améliorer la productivité. Donc, lorsqu'on dit éducation, ça veut dire un ingénieur va produire plus qu'un technicien. Et un technicien va produire plus qu'un bachelier qui vient de commencer. Et un bachelier va produire plus que quelqu'un qui n'a pas de niveau, on va dire, qui n'a pas suivi des études et qui ne peut pas donc travailler dans des conditions, par exemple, utiliser un PC portable, il ne peut pas utiliser des machines. Et c'est des éléments, donc la recherche et l'éducation. Si l'État intervient au niveau de la recherche et l'éducation, ça va permettre d'améliorer ou d'augmenter la production et donc d'augmenter la croissance économique. L'État aussi joue un rôle dans la définition des institutions, puisque ça va permettre de créer un environnement euh, qui va permettre plus de croissance. Par exemple, le droit de propriété, on avait parlé de ça. Donc le droit de propriété intellectuelle, par exemple, si j'arrive à innover ou à proposer un nouveau produit, si je suis sûr que je serai protégé, je vais produire plus, je vais innover plus, je vais créer plus de nouveaux produits. Alors que s'il n'y a pas de droit de propriété et que les voisins peuvent imiter mon produit, là, ça va réduire ma volonté de produire plus. Et il y a d'autres éléments qui sont liés aux institutions. Bon, là, c'est juste pour dire que l'État a un rôle qui est très important. Et on l'avait vu dans la plupart des pays émergents, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, l'ensemble de ces pays, l'État a joué un rôle très important sur les trois niveaux, l'innovation, la recherche et l'éducation et les institutions. Euh, Troisième niveau, au niveau de cette séance, c'est les limites de PIB. Les limites, donc lorsqu'on parle de limites de PIB, ça veut dire qu'on est en train de remettre en cause, de critiquer, entre parenthèses, l'apport de la croissance économique. Donc lorsqu'on dit apport de la croissance économique, il y a certainement quelques limites. Et parmi ces limites, c'est que le PIB prend mal en compte les activités de l'économie informelle, donc ce qui est réalisé, c'est aussi le deuxième niveau. Il sous-évalue les activités non marchandes, comme l'autoconsommation des ménages, par exemple la production des jardins, le travail des femmes à la maison, les femmes au foyer, bien sûr. Et cette sous-évaluation euh, se concentre sur des aspects qui vont remettre en cause le PIB comme indicateur de croissance économique. Aussi, il ne prend pas en compte la production non marchande, il ne tient pas compte des inégalités dans l'accès aux services publics, à l'éducation, à la culture. Ça veut dire que le PIB met surtout l'accent sur ce qui est économique, sur ce qui est création de richesses, et non pas sur tout ce qui est en relation avec l'éducation, la culture. Et il mesure mal le niveau de vie et la qualité de vie. Tout ce qui importe, c'est de réaliser plus de production et gagner plus d'argent, alors que le niveau de vie, la qualité de vie, l'environnement, les infrastructures, tout ça, n'est pas pris en considération par le PIB. Et ces limites de PIB nous permettent d'introduire un peu le deuxième chapitre, à savoir le développement humain. Le développement humain, c'est au lieu de parler développement économique, croissance économique, qui sont très limités, qui n'arrivent pas à prendre en considération plusieurs niveaux,
qui ne s'intéresse qu'aux aspects qui sont purement quantitatifs, le développement humain met l'accent sur d'autres aspects qui sont qualitatifs et aussi prend en considération ce qui est quantitatif. Donc, le développement humain met l'accent sur la vie, sur les conditions de vie, sur l'éducation et surtout un autre aspect. Donc, il reste concentré sur le développement économique, bien sûr, parce qu'on ne peut pas réaliser un développement humain sans le développement économique. Donc là, c'est juste un aspect qui résume les sources de développement humain. Donc, est-ce que le PIB est un bon indicateur de bien-être du bonheur? Comme on l'avait vu, donc il a plusieurs limites et la croissance a beaucoup d'effets positifs sur le bien-être individuel parce que si je gagne plus, je vais consommer plus, donc c'est plus de bien-être. Ça va permettre de créer plus d'emplois, les gens vont travailler et donc c'est plus de bien-être. Et ça va permettre, comme on l'avait vu, la croissance mène vers le développement. Mais il a plusieurs limites, puisque le PIB, donc on ajoute d'autres limites à cet indicateur, c'est qu'on ne mesure pas la qualité de vie, sous-évalue la production marchande, ne dit rien de précis sur sa répartition. Il y a vraiment plus de production, il y a plus de richesses, mais qui profite de ces richesses? On ne peut pas le savoir parce que le PIB ne met pas l'accent sur la répartition de richesses. Et ignore les atteintes à l'environnement. C'est-à-dire que je peux créer plus de valeur ajoutée parce que j'ai coupé plus d'arbres dans la forêt et donc j'ai ignoré les atteintes à l'environnement alors que c'est très important. C'est vrai qu'on a réalisé 5% de plus ou 6% de plus de croissance économique, mais on n'a pas pris en considération les atteintes à l'environnement. Et le PIB ne reflète pas les retards enregistrés dans des secteurs sociaux tels que la santé ou l'éducation. Ce qui importe, c'est de créer plus de valeur ajoutée. Est-ce que les gens rencontrent des problèmes pour accéder à l'éducation ou la santé? Ce n'est pas très important pour l'indicateur de croissance, le PIB. Et parce que le bien-être n'est pas seulement économique, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération et c'est des éléments sur lesquels on va essayer de mettre l'accent par la suite. Un exemple simple, pour un même niveau de richesse, donc le même PIB à peu près, les niveaux de développement réels peuvent être fort divergents. Et il y a un exemple que j'ai pris, c'est la différence entre le Sénégal et le Honduras, qui ont à peu près le même PIB. Alors que l'espérance de vie, ça veut dire que si vous êtes né au Sénégal, quelle est l'espérance de vie? Quelle est la moyenne d'années que vous allez vivre? L'espérance de vie d'un Sénégalais s'élève à 50 ans, alors qu'elle atteint presque 70 ans au Honduras. Donc une différence de 20 ans. Une différence de 20 ans, c'est beaucoup. Et 50% à peine de la population sénégalaise est alphabétisée, qui savent lire et écrire, contre plus de 80% au Honduras. Donc on voit que si on reste sur le PIB, on va dire que le Honduras et le Sénégal ont le même niveau de développement, alors qu'on voit qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est la raison pour laquelle on utilise le développement humain. Le développement humain comme concept considère que les personnes sont la vraie richesse d'une nation. Ça veut dire que le développement, c'est les personnes. Le développement, c'est l'homme. Et c'est cette vraie richesse d'une nation, le rapport de développement humain qui a introduit ce concept en 1999 et qui a été réalisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, mis l'accent sur le développement humain comme étant un concept majeur qui va faire la différence entre les États. Et parmi les principaux objectifs de ce rapport de développement humain, c'est d'insister sur le fait que le développement est avant tout et fondamentalement une question de personnes, c'est une question d'hommes. Et lorsqu'on dit d'hommes, hommes et femmes. Donc le développement humain considéré comme étant un processus d'élargissement du choix des gens. C'est-à-dire que lorsque j'ai plus de développement humain, lorsque j'ai plus d'éducation, lorsque j'ai une santé saine, je vais chercher à avoir plus de choix. Et cet élargissement du choix
lorsque je suis pauvre, j'ai peu de choix. Alors que lorsque je gagne plus, j'ai plus de choix. Et ça permet à une personne de jouir d'une bonne santé, d'être éduquée et de profiter d'un niveau de vie décent. Et pour arriver, donc la croissance économique, l'indicateur, c'est le PIB, c'est l'indicateur de l'augmentation de PIB. Au niveau de développement humain, il y a l'indice de développement humain, l'IDH. Et dans les séances de TD qu'on va organiser par la suite, il y aura les méthodes de calcul de l'indice de développement humain. Et ça va nous permettre de l'utiliser au niveau des exercices. Donc, premier élément, c'est que voici le classement des pays. Donc, j'ai pris juste quelques pays, juste pour faire la différence. Et l'indice de développement humain correspondant. Donc, on voit que le premier pays au classement, c'est la Norvège, avec un indice de développement humain qui est de 0,949. Pourquoi 0,949? Parce que l'indice de développement humain est entre 0 et 1. Et on voit que la Norvège est proche de 1, alors que l'Australie, classée par exemple troisième, a un indice de 0,939. Bon, le dernier au niveau de ce tableau, c'est le Maroc, qui est classé 129e, et qui a un taux qui est de 0,647. Donc l'Irak réalise un indice de développement humain malgré les guerres, malgré les problèmes que rencontre l'Irak, réalise un taux de développement humain qui est de 0,649, l'Égypte 0,691 et la Palestine est classée 120 et la Libye aussi 107. Donc on voit que ce classement ne met pas l'accent seulement sur les aspects économiques, mais intègre d'autres aspects qu'on verra par la suite. Donc le Maroc aussi est donc là c'est les pays qui ont un développement humain plus faible que le Maroc. Donc on voit le Sénégal par exemple est classé 168e, le Mali 181. Donc là c'est un indice qui est très faible pour plusieurs pays et on le voit. La plupart des pays africains ont un indice de développement humain faible, parfois moyen, mais rares sont les pays africains qui ont un taux de développement, un indice de développement humain supérieur à 0,7 et 0,8. Donc là, ce sont deux exemples de pays qui sont pris en considération au niveau des calculs. L'IDH, il prend en considération trois éléments. Donc le premier élément, c'est l'IDH, donc la capacité de mener une vie saine et de garantir la mobilité géographique et sociale, c'est lorsqu'on a un revenu, lorsqu'on a un niveau de vie convenable. Deuxième niveau, c'est la capacité de mener une vie longue et en bonne santé, c'est la longévité, c'est l'espérance de vie. Et la capacité d'acquérir des connaissances, c'est le niveau d'éducation. C'est ce qu'on verra par la suite au niveau des séances qui seront organisées au niveau présentiel à la faculté, Inch'Allah. Bon courage et à la semaine prochaine.